Le sexe et vous. 21h-22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé et Sophie Caldi avec le Love Store Planète Eros. Zone commerciale de Beaulieu à Pilboro. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Sexe et vous, 21h-22h du lundi au vendredi sur Naradio Tube et Info avec notre sexologue rochelaise Sophie Caldier et avec notre invitée qui est avec nous tout au long de la semaine, c'est Céline Pelletier qui est photographe thérapeute. Salut Céline. Thérapeutique, arrête, elle dit justement qu'elle n'était pas thérapeute. Oui, pardon, il manquait la photographie qui est thérapeutique. Tout à fait. Il est fatigué. C'est pas grave, dans un instant on va rappeler les origines de la photographie thérapeutique. Ça ira mieux comme ça. On va débuter avec l'actu sexe, Sophie, comme d'habitude, et on va débuter avec une nouvelle série qui cartonne sur Netflix. Ça s'appelle The Next Director, c'est une série japonaise sur le monde de la pornographie. Elle est sortie le 8 août et ça s'est inspiré d'une histoire vraie. Ça suit la carrière de Toru Muranishi, qui est réalisateur de films pornographiques au Japon. C'était dans les années 80. Il n'est pas connu en France, mais en revanche, au Japon, c'est une véritable star et ça relate son ascension du simple vendeur d'encyclopédie à empereur du porno. Sophie, comme quoi le porno cartonne même en série TV. Oui, et puis voilà, il y a un documentaire également sur Rocco Siffredi, justement, je l'ai à la maison en DVD, il faut que je le regarde absolument et que je le rende après à la bibliothèque, à la médiothèque par contre de La Rochelle. Mais oui, là ça suit un petit peu aussi, c'est un documentaire sur la société japonaise des années 80, pas que, bien sûr il y a le porno, mais comment le porno a pris sa place aussi dans cette société-là. Donc toi, t'es arrivé à la médiathèque de La Rochelle. Avec la recherche de Rocco Siffredi. Alors, je vais prendre un petit DVD sur les poissons et puis le DVD sur Rocco Siffredi. Je te vois pas du tout demander le DVD Ceci dit, en documentaire, il est génial. Moi, je suis tombée sur un documentaire fait avec lui. Et il est vraiment génial en documentaire. Il explique sa vie, etc. C'est ça. Et franchement, mais il est génial. Et puis l'accent italien, les filles, là, ça fait craquer. Et puis cette vision qu'il a du porno, finalement, et de sa position face à sa famille, tout ça. Non, ne me raconte pas tout. Je te spoil pas, mais non, vraiment génial. Mais je suis pas tombée par hasard dessus, je le cherchais. Ah. Alex, tu avais quelque chose à rajouter? Non, mais justement, Céline disait je suis tombée par hasard dessus. Oui, par hasard, on tombe sur. Rocco Siffredi. En zappant, mais sérieusement. Ah non, c'était sur Internet, pardon. Voilà. C'était sur Internet. Donc il y a une partie un petit peu active, t'as cherché quand même. Non, sur Facebook. Non, mais vraiment sur un partage. Mais moi, ça m'allait très bien. Ouais. Au rayon BD cette fois, Sophie, on va rester à la médiathèque. Dans une bande dessinée éclairante, Muriel Dourru aborde un sujet peu couvert sous cette forme jusque-là, la prostitution. Résultat, ça donne putain de vie et il y a des critiques superbes sur ce livre qui donne la parole aux personnes concernées. Là aussi, ça peut être la BD, les films, etc. Ça peut être une manière détournée, Sophie, de parler d'un sujet qui, au final, est un sujet de fond. Oui, tout à fait. Donc, juste pour préciser, Muriel Dourru, elle est illustratrice, écrivaine et activiste. Elle défend les droits des personnes LGBTI+. Et donc, dans cette BD, elle décide, donc, qui est aux éditions La Boîte à Bulles. Et il y a Médecins du Monde qui a participé également à cette BD sur la prostitution, puisque Muriel Dourru, elle raconte des histoires de personnes aussi migrantes qui sont venues et qui, pour manger, sont obligées de se prostituer. Et donc, dans cette BD, elle décide de vraiment rien cacher dans la retranscription des histoires de ces femmes. Forcément, Céline, c'est la même catégorie. Ça reste de l'art, la BD, les séries TV, le cinéma. Ça reste comme la photo, un art. Ça peut permettre l'art aussi, de temps en temps, d'aborder des sujets de manière détournée. Complètement. Toute forme d'art, de toute façon, est importante. Et on parle beaucoup, c'est un langage universel, l'art. Soit le cinéma, la photo... la musique, les sculptures, etc. On voit bien aujourd'hui, ça traverse les années assez facilement. Et ça permet d'exprimer, que tout le monde puisse comprendre aussi des sujets profonds, avec des choses plus légères. Donc ça, c'est sympathique. Et là, on parlait d'art, Sophie. Le porno peut aussi servir de bonne cause, puisque Pornhub lance sa campagne « Le porno le plus sale ». Alors, on pourrait se dire... Oui, c'est n'importe quoi, mais c'est pour sauver les océans. Alors, ça veut dire qu'ils ont fait l'amour dans l'eau? Non, j'explique le concept immédiatement. Donc le site mondialement connu, le site web anglophone de vidéos porno, vient de lancer une campagne de sensibilisation pour alerter le public sur les déchets plastiques qui sont très nombreux sur les plages et dans les océans.
Donc le slogan, c'est le plus sale, le meilleur, mais même pour nous, il y a une limite. En gros, mettre des vidéos de personnes qui font l'amour sur la plage et après la caméra se dirige vers le sable où il y a des déchets plastiques, ça permet de sensibiliser les gens. C'est pas forcément une très mauvaise idée et c'est sûr que ça va être un carton parce que Pornhub est quand même bien consulté. Oui, après, je suis pas sûre que ce soit les préservatifs qui salissent le plus les océans actuellement. Non, là, c'est pas du tout les préservatifs, Sophie. Mais non, mais je sais. Je dis que effectivement, quand on voit les photos des océans qui sont salis, c'est pas ça qu'on voit. Effectivement, c'est du plastique. La cigarette, le plastique. Voilà. Ouais. Donc, bonne initiative de Pornhub. Là encore, ça permet des slogans, des slogans et des sites comme Pornhub. Ça permet un peu de choquer l'opinion et de faire de la promo et de sensibiliser les gens de manière plus forte, Céline. Mais de toute façon, c'est important. C'est important de pouvoir, par n'importe quel moyen, sensibiliser. Et si on passe par un site porno qui est très bien fait d'ailleurs, ce site porno, mais vraiment, très honnêtement, il est accessible vraiment assez bien pour une femme que pour un homme. Il est très très bien fait. Donc si en plus ils peuvent contribuer à l'amélioration de notre planète, ma foi, allons-y. C'est même mieux parce qu'effectivement, le problème des sites porno, c'est qu'ils rendent aussi les gens addicts. Donc c'est bien qu'ils puissent d'un autre côté contrebalancer avec des campagnes engagées sur autre chose. Exactement, Sophie a tout dit et j'ai promis que je le ferai, donc je vais m'y coller. Je préviens ma femme par avance, il va falloir que je fasse une étude de Pornhub pour les catégories, on l'a dit avec Sophie, avec Bertrand. Bertrand reviendra et on le fera voir un peu les catégories qui marchent le mieux parce que quand Céline disait que c'était très bien fait, c'est vrai que là pour le coup en termes de catégories, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses et elles sont faites absolument pour tout le monde, on y trouve tous son compte, aussi bien du plus léger qu'au plus hard, donc voilà. Je trouve que c'est un site qui est très très bien fait et qui peut vraiment correspondre à beaucoup de personnes. On va parler du gage érotique dans un instant. Sophie va nous expliquer. On va parler des séances photos faites par Céline. On va dire un petit peu comment ça se passe, même si on l'a évoqué tout au long de la semaine. Et puis la réponse aux auditeurs. On a des questions d'Alina, de Marie, de Lola. On va en avoir d'autres, j'espère, pendant l'émission via la page Facebook ou via la boîte mail de la rédaction, rédaction@naradio.fr. À tout de suite dans Le Sexe et vous. Deuxième partie du Sexe et vous sur Naradio. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h comme tous les jours du lundi au vendredi avec Sophie Caldier, sexologue rochelaise. Elle n'est pas là toutes les semaines, c'est un honneur de la voir. Elle est avec nous jusqu'à demain. C'est Céline Pelletier, photographe thérapeutique. J'ai bien dit thérapeutique. Le gage érotique, Sophie, une nouvelle tendance, une tendance qui ne t'a pas forcément séduite mais dont on va quand même parler. Sophie, qu'est-ce que le gage érotique ? Douce sanction érotique. Donc c'est pour punir l'autre, mais de façon cool. Voilà, en gros, avec du sexe dedans. Vas-y, punis-moi. Ouais. Non, Benjamin, t'as une femme, je te rappelle. Donc, oui, voilà, j'ai pas trop... après, j'ai pas trop, là, pour le coup, étudié le sujet, Benjamin, effectivement. Mais ça m'a pas super inspiré. Ça se voit, ouais. Surtout que c'est une nouvelle tendance, mais j'ai l'impression que ça existe quand même depuis. Mais oui, puisque avant Action Vérité, c'est la même chose, quoi. Enfin, oui. Non. Moins érotique, quand même. Tu peux faire un Action Vérité érotique. Oui, ça existe chez Planète Eros, notre partenaire zone commerciale Beaulieu-Pulboro, et j'ai vu qu'il y avait... Tu peux l'appeler, s'il te plaît, pour les gages érotiques. Je l'ai vu, il est à l'entrée du magasin, j'ai vu, il y a le Action ou Vérité version, puisqu'on a tous joué à ça quand on était petit, ça n'avait rien d'érotique, mais là, il y a la version érotique. Je suis pas très jeu, moi, dans l'érotisme. J'ai essayé, mais c'est pas trop mon délire. Les jeux quoi ? Tout ce qui est gage, tout ça. Ah oui, oui, moi c'est pour ça. C'est pour ça que le sujet m'a pas plus inspiré que ça, donc j'ai pas. C'est peut-être parce que je perds tout le temps. Ça va être ça. Donc du coup, je me dis bon. Ouais, j'en ai marre. C'est toujours moi qui fais des striptease, l'autre il en fait pas et tout. Bon, voilà. Non, mais c'est vrai que tout le monde n'aime pas. Je rebondis sur les propos de Céline, mais parce que moi je suis pas très fan non plus. Mais les jeux. Tu en as déjà parlé, Sophie, pour pimenter un peu la vie sexuelle du couple. Tout le monde n'est pas fan. Faut créer la relation jeu-sexe, c'est pas toujours évident. Après, moi, je vais différencier gage érotique et jeu. Moi, jeu ou
poser des questions à l'autre, pouvoir prendre du temps pour y répondre, pour connaître les fantasmes de l'autre, ça, pourquoi pas? Oui, non, moi je te parlais des jeux de dés par exemple où tu as. Faut faire la levrette dans les toilettes. Ouais, la brouette javanaise. La levrette, on la boit, j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai, on la boit. Avec modération, évidemment. Avec modération, c'est une bière, donc voilà. Mais non, ouais, les gages érotiques, voilà, je suis pas plus fan que ça. Ouais, bon, enfin, tu peux continuer le sujet. Non, mais on va... Écoute, on va garder plus de temps pour... Alex, alors vas-y. Alex, est-ce que tu as fait ton voisin, il a eu un gage érotique hier soir? Pas lui, malheureusement. Non, mais c'est... malheureusement. C'est des choses... ça rentre dans le jeu, mais c'est différent du jeu, mais ça peut rentrer dans le jeu aussi. Dans le jeu, comme on parlait du jeu de cartes ou jeu de dés. Mais c'est pas tous les soirs, alors t'arrives en retard, une petite fessée, non, c'est pas comme ça, c'est vrai qu'il faut... une petite fessée on serait mal quand même. Je n'arrive jamais en retard. Je parlais pas de c'est autre chose, j'appelle pas ça un gage érotique, moi. Ça fait partie du truc. Toi t'appelles ça une habitude, c'est différent. Oui. Une petite stimulation. Voilà, une stimulation. Des zones érogènes qu'on a vues précédemment. Non, mais comme Sophie n'est pas inspirée, on va se retrouver dans un instant pour avoir plus de temps pour aborder les séances photos avec Céline. On se retrouve tout de suite dans les Sex et Vous. N'oubliez pas, si vous avez vous l'habitude de procéder à la nouvelle tendance au gage érotique, vous nous envoyez un petit message via Facebook ou via la boîte mail de la rédaction. Je me renseignerai et puis on essaiera de répondre à vos questions. Quand même, plaisir. Avec plaisir et le sourire, et tu vois, voilà. Bon. Okay. Merci. Ouais. Le Sexe et Vous. 21h, 22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé et Sophie Caldi avec le Love Store Planète Eros. Zone commerciale de Beaulieu à Pilboro. Troisième et avant-dernière partie du Sexe et Vous avec notre sexologue Sophie Caldier, avec notre photographe thérapeutique Céline Pelletier. Juste avant de répondre aux questions, on va aborder un sujet très intéressant, puisque celles et ceux qui ont écouté la semaine du Sexe et Vous se disent peut-être « Tiens, j'ai envie de franchir la porte du studio de Céline ». On va expliquer un petit peu avec Céline comment se déroule une séance. Alors, c'est pas une séance en réalité, mais 4. Toujours, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en une séance, on peut rien faire. Clairement, quelqu'un qui vous vend de la photographie thérapeutique en une séance, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la personne elle a besoin de se sentir en confiance et d'intégrer ce qui est en train de se passer. Moi, je travaille toujours déjà par un premier rendez-vous qui est totalement gratuit, qui permet de se renseigner. Il n'y a aucune obligation. C'est de se renseigner sur qu'est-ce que la photographie thérapeutique réellement. Est-ce que j'ai envie vraiment de la faire ? Comment ça se déroule ? Et puis, est-ce que je vais avoir confiance en ma photographe ? Ça, c'est vraiment la priorité. Donc, c'est 1 heure de papotage autour d'un café au studio et puis prendre connaissance aussi du lieu dans lequel la personne va évoluer pour les 3 prochaines séances. Ensuite, suite à ça, la personne, elle va se décider soit de franchir le pas tout de suite, soit d'attendre quelques mois ou 1 an, voire plus, parce qu'elle ne se sent pas capable. Il faut vraiment se sentir prêt pour entamer la photographie thérapeutique, puisque c'est un vrai travail sur soi. C'est des découvertes de son corps, des découvertes d'émotions, qui sont diverses et variées. On n'a pas toutes le même ressenti face à la découverte des photos. Des personnes peuvent très bien se dire « Oh, bah, je me voyais pire que ça », d'autres « Je me voyais mieux que ça ». Voilà, donc il y a cette prise de conscience. C'est pour ça qu'en une séance, c'est pas possible, parce qu'il y a déjà cette prise de conscience qui se fait lors de la première. Donc moi, je travaille en 4 rendez-vous et 3 séances photo. Donc premier rendez-vous, comme je viens de l'expliquer, c'est du papotage principalement. Le second rendez-vous, c'est une petite séance photo qui va durer à peu près 30 minutes, où on va désacraliser l'objectif photo. Pourquoi ? Parce que ça peut faire peur aussi d'avoir un objectif braqué sur soi, quand on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas l'habitude de se regarder, de prendre du temps aussi pour soi. Je reçois des personnes qui souvent sont effacées justement dans la vie de tous les jours. Donc là, la personne est mise en avant, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, elle se sent un petit peu perdue, qu'est-ce que je dois faire avec ça ? Donc moi, je suis là pour les guider, mais très vite, elles se prennent au jeu. Donc elles choisissent leur musique. Quand on arrive, on met en route leur musique. Et elles arrivent à se libérer assez facilement. Donc là, elles viennent avec... Et tu nous dis d'arriver avec des vêtements voilà. de choix. En fait, lors de cette première séance-là, je demande toujours à la personne donc d'avoir réfléchi à des musiques qu'elle aime, ou au moins des artistes, mais aussi de venir avec une tenue dans laquelle elle se sent bien. On a tous cette fameuse tenue que lorsqu'on la pose, on sent, quand on la met, on se sent bien, on se sent beau, belle, en confiance. On a forcément une tenue et qui représente ça. Donc je demande à ce qu'elle vienne avec, pour déjà avoir ce sentiment où je me sens bien. Parce que c'est toujours impressionnant, arriver en studio, il y a quand même du matériel qui est là, il y a l'objectif, il y a l'ambiance, etc. Les spots aussi.
Voilà, c'est ça. Donc, cette partie matérielle, c'est ce côté très spot, très lumière qui est braqué sur ces personnes-là. Donc, du coup, ça permet d'avoir une première approche. Donc là, c'est vraiment une séance toute simple. Il n'y a aucune fioriture. Hein. C'est un fond blanc tout simple. On va juste se redécouvrir tel que l'on est. Ce qui est important lors de cette séance, c'est que je travaille les photos tout de suite. Je fais le post-traitement tout de suite après. La personne se détend avec un café, des magazines, son téléphone, si elle en a envie. Voilà, on prend un peu de temps. Je travaille les photos tout de suite et elle va les découvrir tout de suite. Pourquoi c'est important ? Parce qu'elle a besoin aussi de découvrir et d'intégrer ce qui vient de se passer et de travailler avec dessus et de retravailler jusqu'à la prochaine séance en regardant les photos. Voilà, plus elle va regarder les photos, plus elle va éloigner son regard des complexes qu'elle a. Parce qu'on est tous pareils, lorsque on voit ces photos, la première chose qu'on voit, c'est ses complexes. Je découvre ma photo, je découvre qui est... Voilà, le physique que j'ai sur la photo, oh mon Dieu, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Et en fait, plus elle va regarder la photo, et j'apprends aussi à avoir un autre regard, c'est-à-dire que, ok, tu vois le complexe, maintenant essaie de reculer. C'est comme un tableau. Je prends toujours cet exemple-là quand je parle de la photographie thérapeutique. Son corps, c'est comme un tableau. C'est-à-dire que si vous regardez un tableau de Monet, par exemple, de très près, c'est pas très très joli. Là, c'est des morceaux de peinture un peu partout disposés comme ça. Par contre, si je prends le recul nécessaire et que je regarde la toile dans sa globalité, là ça prend tout son sens. Un corps, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si je regarde mon corps, j'ai mon complexe qui peut être par exemple mon nez. Mon nez je l'aime pas, donc je vois que ça, absolument que ça, et je m'axe que dessus. Si je vais prendre le recul nécessaire en regardant plusieurs fois la photo, là je me rends compte que finalement ce nez, ok, il est là, mais il fait partie de mon corps, mais c'est pas ça qui... Voilà, finalement mon corps il est beau dans l'ensemble. Donc c'est ce que l'on fait en photographie thérapeutique, c'est redécouvrir ce corps et le regarder différemment. Mais quand tu dis que tu retravailles les photos, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, tu travailles pas sur Photoshop. Non, hein, tu fais une séance. Je travaille beaucoup la lumière, donc mon post-traitement, il s'axe vraiment sur de quelle couleur je vais utiliser, quelle couleur je vais désaturer, resaturer, pour donner cette ambiance et mon côté personnel de mon travail, mon style de photo, mais jamais je vais travailler physiquement sur Photoshop une personne. Voilà, les rides sont là, les rondeurs sont là, tout reste en état. Pour ça que le post-traitement aussi, ça me permet de le faire juste après la séance, puisqu'il n'y a pas de retouche Photoshop. Voilà, il n'y en a aucune. Est-ce que tu as des disponibilités ou est-ce qu'il faut réserver à l'avance une séance photo avec Céline Pelletier ? Il faut réserver puisque du coup, je travaille toujours en studio fermé. C'est important pour l'intimité de chacun. Voilà, le studio n'est pas ouvert à tout le monde constamment parce que c'est important que la personne se sente en sécurité dans ce lieu quand on pratique ce genre de séance et pas se dire peut-être que quelqu'un va rentrer dans le studio. Voilà, c'est toujours sur rendez-vous. Donc la première séance travaille comme ça, puis elle repart tout de suite avec ses photos. Ça, c'est important aussi. Comme ça, chez elle peut regarder. Donc il y a à la fois la photo en couleur, en noir et blanc. Donc toutes les photos sont mises en couleur et en noir et blanc, parce qu'on n'a pas le même ressenti face à une photo en couleur et face à une photo en noir et blanc. Et tu fais un petit film. Exactement. Et il y a un diaporama aussi sur fond musical qui permet de pouvoir visualiser seul et avec aussi son entourage, que c'est important de montrer les photos aussi à l'entourage, de voir quel regard ils portent sur eux. Et aussi dans le couple, j'ai aussi beaucoup de personnes qui montrent les photos à leur conjoint et elles se rendent compte qu'il y a de l'émotion de leur conjoint sur leurs photos, alors qu'elles pensaient que finalement, on revient sur des sujets qu'on a abordés avant, c'est de se dire finalement il m'aime pas parce que j'ai pris du poids ou j'ai plus le même corps qu'il y a 10, 15, 20 ans ou même il y a 5 ans. Et finalement quand ils regardent ces photos-là qui viennent d'être faites, il y a plein d'émotions qui arrivent parce qu'ils la trouvent belle, parce que ce qu'ils regardent c'est pas forcément les bourrelets que la personne voit, mais bien autre chose, le regard, l'attitude, etc. Donc ça c'est important aussi. Est-ce que tu t'adaptes du coup au retour que tu as des clients après la première séance ? Bien sûr, j'apprends toujours. Là j'ai eu le cas par exemple sur une personne qui est malade. Sur mon diapo, j'ai changé ma façon de faire sur ce type de personne parce que le retour était que il y avait cette espèce de comme une vidéo commémorative pas sur un enterrement pour parler crûment, et du coup je dis il faut que je me positionne complètement autrement, donc j'ai complètement changé le diapo. Je m'adapte et j'apprends toujours, j'apprendrai encore durant des années, parce que c'est ça aussi, c'est de l'humain, on travaille sur de l'humain, on travaille pas sur que de l'art, on travaille vraiment avec des personnes et de l'humain, donc c'est important de s'adapter. Et après la deuxième séance, du coup, Oui. Non, mais c'est parce que... Pardon. Alors oui, je parle beaucoup, pardon. Je suis très passionnée par ce que je fais. Ouais, ça se voit, ça s'entend, c'est bien, mais voilà. La deuxième séance, donc du coup, là, on va un peu plus loin, c'est une séance boudoir. Là, je remets pas les photos tout de suite parce qu'il y a beaucoup de clichés qui sont pris.
Donc là, on reconstitue plutôt une ambiance intimiste. On va aller un peu plus sur de la sensualité, redécouvrir son corps de façon un peu plus sensuelle. Donc ça, c'est pour les adultes, hommes, femmes et couple. On arrive avec la valise de lingerie. Exactement, avec la lingerie ou toute autre chose qu'on a envie de porter. Tous mes modèles arrivent avec des grosses valises, des sacs, etc. C'est assez rigolo. Sur l'ado et l'enfant, bien évidemment, on part sur des séances pas du tout boudoir, sur complètement autre chose. Et du coup, on se revoit après pour revisualiser, pareil, le diaporama. Je visualise toujours les photos avec mes modèles. Ça aussi, c'est important. Parce qu'il peut y avoir des réactions suite à ça. Voilà, donc ça, c'est aussi important. Et je leur demande s'ils m'autorisent à parler avec leur thérapeute, s'ils en ont, etc., pour pouvoir échanger et les aider au mieux et au plus rapide avec eux. Et du coup, la 3e séance, après, je fais un peu plus vite, je condense un peu plus. Pour une fois que c'est Sophie qui accélère l'émission. Oui, elle a raison. Et la 3e séance, avant, je la faisais systématiquement en studio. Aujourd'hui, pareil, à force de mes expériences, je fais des séances en extérieur. On fait une demi-heure de séance en extérieur, qui permettent d'évoluer encore, c'est-à-dire qu'on ressort d'une zone de confort, puisque du coup ils sont habitués au studio. Et là, la personne a le choix soit de le faire seule, mais je préconise quand même de venir avec une personne qui est importante pour elle, une ou des personnes importantes pour elle. Pourquoi ? Parce que ça reconnecte. Souvent les personnes me disent la personne est très belle sur la photo, mais je ne suis pas sûre que ce soit moi. Et là, il est important du coup de reconnecter ça. Et on reconnecte comment ? Tout simplement en prenant cette personne-là en photo avec une personne importante pour elle. Parce que si la personne importante pour elle est sur la photo, et que c'est elle à côté, elle se reconnaît. Et là, elle se dit, oui, finalement, c'est bien moi. Et oui, je suis belle. Et oui, j'ai le droit... je ne ressemble pas forcément aux Instagrammeuses, mais oui, je suis belle et j'ai le droit d'être comme tout le monde. J'ai rien à envier et de vivre ma vie librement et libre de mon corps. Et on va parler évidemment du côté artistique aussi du travail de Céline demain, puisqu'il y a des expositions. Et dans l'émission de demain, on va en parler. Dans un instant, Sophie reprend la main et va travailler un petit peu avec la réponse aux questions des auditeurs. On revient pour la dernière ligne droite du Sexe et vous. On est ensemble jusqu'à 22h sur Naradio. La dernière partie du Sexe et vous avec les questions des auditeurs. Vous pouvez les poser tout au long de la semaine via le hashtag le Sexe et vous sur Twitter, via la boîte mail de la rédaction rédaction@naradio.fr ou sur Facebook, message privé, message public. On a pas mal de questions aujourd'hui pour Sophie avec Alina tout d'abord. Alina nous dit « Je n'ai toujours couché qu'avec des hommes, mais plus le temps passe, plus je suis attirée par les femmes. Suis-je devenue d'un coup bisexuelle ?» Alors, il faut savoir que la bisexualité, c'est une pratique. Et donc, tant qu'elle ne couche pas, et pour le moment, elle est qu'attirée par les femmes, elle n'est pas bisexuelle, au sens stricto sensus du terme. Hein. Après, non, il y a une évolution peut-être aussi en fonction de l'âge. A priori, Alina doit avoir une 30 ou 40 ans. Et oui, il y a peut-être une attirance maintenant pour les femmes parce qu'elle a envie de connaître autre chose, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. En tout cas, pour moi, elle n'est pas devenue bisexuelle tant qu'elle ne pratique pas au sens stricto sensus du terme. Après, on est tous plus ou moins bisexuels et comme la ministre qu'on a... Oui, Marlène Schiappa. Merci, parce que je n'aurais pas retenu son nom toute seule, qui est sapiosexuelle. Pour moi, il n'y a pas de... Enfin, on est tous bisexuels de mon point de vue, puisque à un moment, on peut être plus attiré par une personne et par les qualités de cette personne que par un sexe proprement dit. Hein. Oui, on peut, sur un one-shot, on peut être attiré, Céline, toi par une femme, moi par un homme, sur une personne sans pour autant remettre tout en cause. Oui, tout à fait, ouais, moi je pense. Oh, ouais, complètement. On peut, d'un coup d'un seul, avoir ce fantasme, et puis craquer pour quelqu'un, et puis vivre quand même sa vie avec son homme ou autre chose. Enfin, voilà, après... Il n'y a pas de règle, enfin, moi, je ne sais pas. Moi non plus. Est-ce que la photographe est déjà tombée amoureuse de son modèle ou de sa modèle ? Non. Non ? Non, jamais. Puis j'ai toujours été en couple en étant photographe. Ça, c'est le côté professionnel, ça, c'est pour ça. Oui, puis non, vraiment, jamais. Ça m'arrivera peut-être un jour. Hein. C'est comme si tu tombais amoureux des gens que tu interviews ou si moi je tombais amoureuse de mes patients. Mais il y a un sacré fantasme autour du photographe et de ses modèles. Je crois que c'est depuis toujours, il y a ce côté photographe, modèle, mais non, dans la vraie vie, on reste des professionnels sans qu'il y ait ce côté sexuel qui soit. C'est plus facile pour Céline et moi de tomber amoureux de la personne en face parce que Céline, elle connaît déjà les défauts de la personne. Moi, ça va, c'est pas encore trop pénible, sauf si j'interviewe un tueur ou une tueuse en série. Mais toi, Sophie, c'est plus... ça reste un peu plus compliqué quand même. Oui, mais disons, c'est rare, effectivement. Enfin, pas tous les thérapeutes, mais ça reste déséquilibré comme relation, hein, parce qu'on connaît tout de l'autre et lui, il connaît rien de nous.
En tant que thérapeute, souvent, moi, je dis, ce qui énerve notamment, effectivement, mon collègue Bertrand, qu'on n'est que des surfaces projectives. C'est-à-dire qu'on reçoit l'information et on connaît les gens par cœur parce qu'on connaît, on voit comment ils fonctionnent. Et le but, c'est qu'ils apprennent à se connaître. Mais du coup, eux, ils savent rien de nous. Donc, des fois, ça arrive souvent, hein, parce que pour avoir une amie qui est psy en prison, le nombre de prisonniers qui réalisaient une projection et qui tombaient amoureux d'elle, ça arrive souvent, ça, le patient qui tombe amoureux de sa psy. Alors moi, ça m'est arrivé une seule fois, c'était à Paris, et effectivement, il faut reposer le cadre. Mais c'est des fois ça doit pas être évident. Non, c'est des fois dur parce que faut expliquer à l'autre que de toute façon, on n'est pas là pour ça et qu'on ne ressent pas les mêmes choses. Et que c'est pas la réalité, c'est pas une relation d'équilibre et c'est pas une relation réelle puisqu'il peut que fantasmer sur nous et nous il sait pas en fait ce qu'on vit dans la vraie vie et qu'en fait on est très désagréable comme je le suis moi. Ouais, c'est l'inverse du travail de Céline, c'est clair, pour insister sur les défauts. Voilà, effectivement, et voilà, oui, ils savent pas comment le thérapeute est dans la vraie vie. Hein. On peut être aussi chiant à mourir. Hein. C'est pas des fois quand on se retrouve le soir. Après les heures de cabinet, on n'est pas forcément non plus pump up quoi. Marie qui nous dit: depuis que j'ai eu une petite fille, ma sexualité ne me satisfait plus. Je n'arrive plus à éprouver de désir lorsque nous faisons l'amour. J'ai l'impression que le pénis de mon mari se noie dans mon vagin. Que faire, Céline, peut-être? Non, je rigole. On verra après. La rééducation du périnée. Voilà, c'est ça. Alors la rééducation du périnée, ça peut se faire avec un kiné, avec une sage-femme. Et sur prescription médicale, donc là c'est complètement remboursé par la Sécu et c'est même préconisé de le faire. Et ensuite, parce qu'il y a un nombre de séances limité, on peut aussi le faire soi-même avec des boules de geisha ou le fameux œuf de yoni qui permet de faire une rééducation à son rythme également. Lola qui nous dit: mon petit ami a des érections lors de nos préliminaires, mais lorsque nous sommes prêts pour la pénétration, il a une panne. Donc il y a les pansexuels et il y a les pannes sexuelles. Ah, elle était bonne celle-là. Que se passe-t-il ? Je pense que peut-être qu'il stresse, en tout cas qu'il est en état de panique. Et c'est compliqué pour lui de gérer. Donc peut-être, alors Lola ne me demande pas de conseils, mais je vais quand même lui en donner. Elle peut-être le rassurer et pouvoir au départ, en tout cas, ou pendant plusieurs fois de suite, faire que des préliminaires. Et Alexia qui nous dit: le fait de mettre un préservatif coupe l'érection de mon copain, je ne sais pas comment l'interpréter. Ça n'a rien à voir avec Alexia, je pense que c'est le plastique. Il est trop serré, ouais. Tout simplement, il ne sait peut-être pas faire, donc peut-être qu'elle peut l'aider à ça et que lui, ça le met en état de stress, parce que là, ça va être purement psychologique. Hein. Mettre un préservatif, ça peut causer une panne chez l'homme. Donc peut-être là la partenaire mettre la main à la pâte et puis l'aider. En faire un jeu. En faire un jeu. Oui, voilà. Et puis avec tous les préservatifs qui existent effectivement actuellement, il y a tous les parfums, toutes les formes, toutes les textures. Peut-être s'amuser avec ça également. Toutes les formes, c'est-à-dire. Oh, pas toutes les formes, t'as compris. Oh, texturé, non texturé. Les textures après, j'ai rajouté les textures, Benjamin, s'il te plaît. Il n'y a pas bizarre. des petites billes au bout, on se jette. Oula. Peut-être. Ça devient sophistiqué. Là. Allez, ça devient sophistiqué, effectivement. On va embrasser tous nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter, notamment en podcast. Hein. Je rappelle que l'émission est disponible en podcast sur toutes les plateformes, Ocha, Spotify, Deezer. Tout est fait pour pouvoir réécouter les précieux conseils de Sophie sur les différentes formes de pénis, etc. Et nos invités, les bourses. Et pour écouter évidemment Céline Pelletier. Et si vous avez manqué l'émission sur les origines de la photographie thérapeutique, c'était lundi. Et je vais réécouter le podcast ce soir en rentrant. Bonne soirée à tous sur Naradio. Le sexe et vous. 21h, 22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé et Sophie Caldi avec le Love Store Planet Eros. Zone commerciale de Beaulieu à Pilboro.